Tips et astuces d'experts, Alice Canet, avocate et médiateur familial, les réponses à vos questions. Parler des finances pour bien réussir son couple et parfois sa séparation avant, pendant et après l'expatriation. Nous sommes Français expatriés en famille, je ne travaille pas, nous sommes pacsés avec 2 enfants. Que se passe-t-il si je veux rentrer en France avec les enfants ? Alors, elle peut rentrer, mais avec les enfants qu'avec l'accord de l'autre parent. Ou sinon, il faut demander l'autorisation au juge de partir. Ou si on a la résidence, si on a l'autorité parentale seule, il n'y a pas besoin d'avoir l'autorisation de l'autre parent. Alors, une Si- petite précision par rapport à ce que tu dis. Quand tu dis qu'il faut demander l'autorisation à l'autre parent, l'autre jour, je suis Ouais. tombée sur une vidéo. C'était une jeune femme, justement, qui témoignait dans ce sens-là et qui disait, ben moi, j'ai demandé à mon conjoint, il m'a dit oui oralement, et puis après, une fois que je suis partie, en gros, il a Ouais. ressassé, il s'est énervé, et comme il n'y avait pas de trace écrite de quoi que ce soit, et bien finalement, elle s'est retrouvée dans une misère pas possible parce que c'était considéré effectivement comme un enlèvement d'enfant alors qu'ils s'étaient mis d'accord oralement. Donc, est-ce que ça veut pas dire qu'il faut acter les choses quand même, même Mais si on est si. d'accord? C'est dans le conseil que je donnais, parlez-en et actez-les, actez vos accords. Mhm. Ça vous tranquillisera tous et ce sera beaucoup plus simple. L'autre façon aussi de le faire quand il y a des accords, parce que des fois, c'est pas toujours facile d'avoir une communication sereine avec l'autre partenaire, c'est de faire en sorte que le partenaire qui donne son accord verbal achète les billets d'avion, qui peut être aussi une preuve comme quoi il y avait un certain accord. C'est-à-dire de D'accord. s'arranger à ce qu'il y ait quand même, puisqu'il est d'accord, de voir que c'est lui qui prend en charge le fait de prendre les billets d'avion. Donc, ça veut dire qu'il était au courant que c'est pas Oui. quelque chose qui se fait Ou derrière son échanger dos. par écrit. Échanger par écrit de concrètement Voilà. comment on fait, à quel moment on part, comment est-ce que tu vas voir les enfants, en échanger par écrit. Donc, un échange de mails peut suffire, tout comme le fait que ce soit l'autre conjoint qui a donné son accord qui peut acheter les billets d'avion, par exemple, Oui. c'est suffisant. Oui. Ok. En soi, l'accord peut aussi être tacite et par exemple, c'est réputé être on est d'accord s'il n'y a pas de procédure de retour introduite dans l'année. Mais il vaut mieux ne pas tester ça. Vraiment, prenez le temps et il vaut mieux prendre le temps et faire les choses correctement et qu'il n'y ait pas d'accroc derrière plutôt que d'être un peu pressé et de se dire ah bon, c'est bon, on va dire. Ok. L'enjeu est Très trop important. Donc oui, ils peuvent rentrer en France, demander l'autorisation s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour un médiateur. Comment peut-on protéger ses droits et intérêts financiers en tant qu'expatrié en cas de divorce ou séparation ? Y a-t-il des différences si on n'est pas marié mais qu'on a des enfants ? Il y a des différences, hein, marié, pas marié, oui, il y a des différences. Et puis marié avec ou sans enfant, oui, il y a des différences. Comment on peut les protéger alors voir un avocat sur place, se renseigner sur quelles sont les règles sur place, puisqu'on a vu que dans certains cas, ce sera forcément le juge sur place a priori. Ou en tout cas, il y a un risque que ce soit ce juge-là. Et essayer de faire une médiation. Encore, ça va être le mot-clé des réponses. Pour se mettre d'accord sur tout, pour ne pas prendre le risque qu'un juge tranche d'une manière qui ne convienne pas. Et la médiation, c'est un processus qui permet aux parties, aux 2 parents, de se mettre d'accord. Il n'y a pas de solution de médiation si elle ne convient pas aux 2 parents. C'est vraiment la garantie. Il peut rien se passer de négatif en médiation. Il peut que se passer du bon et il vous aidera à vous mettre d'accord et ce sera un vrai accord. Quand on dit qu'on cherche un avocat, par exemple, international, finalement, c'est une expression un peu galvaudée, ça veut pas dire grand-chose. C'est Enfin, ça, surtout que là, on l'a vu rapidement, le droit européen de la famille, ça n'existe pas. voilà. C'est un ensemble de règles qui va nous dire si finalement il faut appliquer le droit français ou le droit allemand ou le droit javanais ou le droit. Et après, il faut pouvoir se renseigner sur comment se passe ce droit-là. Et comparer, parce que parfois on peut choisir. On peut dire, je peux aller devant le juge français ou je peux aller devant le juge allemand. Et je peux appliquer le droit français ou je peux appliquer le droit allemand. Parfois, il y a toutes les possibilités. Donc, pour pouvoir savoir ce qui est le plus intéressant, il faut connaître les différences. Il vaut mieux faire appel à un professionnel, du coup. Ouais. Et voir que l'avocat, donc, ait la compétence technique, juridique, et qu'il ait l'état d'esprit qu'on veut aussi. Parce que si on arrive sur un pitbull qui va dire, ah ben oui, non, mais allez-y, allez voir ce juge-là, et là, vous pourrez lui demander tout ça, il pourra rien faire. Ok, peut-être. Et on va le faire. Et on va gagner. Et le juge va rendre la décision qu'on veut. Génial. Sauf qu'il va se passer quoi après? L'autre risque d'être pas super content, voire d'être sacrément fâché. Et dans la relation avec les enfants, c'est pas top. Il va ressaisir un juge. Et moi, j'ai des procédures comme ça où je suis intervenue comme médiateur à la fin. Il y avait des décisions dans 2 pays différents, la France et l'Allemagne, et les décisions étaient incompatibles. Donc chaque juge disait dans son pays c'est comme ça, le il disait dans ce pays on fait comme ça. Oui, mais comment on fait finalement? Oui. Et du coup, quelle est la réponse alors? Parce que Du coup, il y avait une procédure de cassation en France pour contester l'exécution en France d'une décision allemande.
Et il y avait une procédure en Allemagne sur l'autorité parentale que pour le papa. Et le juge a conseillé aux gens d'aller faire une médiation et a dit, bon, moi, je vous revois dans une semaine, mais essayez de faire une médiation dans l'intervalle. Et en 2 fois 3 heures, ils se sont mis d'accord sur tout. Donc, ça a été réglé comme ça. Ils se sont Ouais. désistés des procédures et ils ont leur accord. Mais, enfin, c'est trop dangereux. Il y a trop d'aléas d'aller devant un juge et surtout sur la relation entre les parents. Le juge, c'est pas la fin de l'histoire. C'est une décision à un moment donné de l'histoire, de votre histoire personnelle et de l'histoire des enfants. Et pour gagner devant un juge, on a un peu tendance à déballer non seulement ce qui est positif pour soi, mais aussi tout ce qui est moche pour l'autre. Mm. Et il va faire quoi l'autre? Il va Pareil. déballer ce qui est moche sur nous. Et on va lire ça, écrit noir sur blanc, tous les pires travers qu'on peut avoir et dont on n'est soi-même pas fier. Ça fait mal, et ça fait mal profondément pour son estime. Ouais, Et derrière, on sort, mais ravagé, une procédure judiciaire qui est menée en pitbull. C'est une perte d'estime de soi, en plus d'argent et de temps. Et pour les enfants, invariablement, ils sont les objets, mais ils sont aussi les victimes des procédures. Parce qu'ils Oui, ressentent plein ils de cette doivent haine. Et même si on souffrir, veut les protéger, souffrir et souffrir de voir leurs parents mal, chacun, ouais, je et ils le suppose. ressentent forcément. Ouais. J'ai une personne qui m'a expliqué, qui est maintenant adulte, que alors, ses parents ont été en guerre pendant 7 ans. C'était entre 2 pays différents. Elle était séparée de son frère qui était dans l'autre pays. Et quand elle allait voir son autre parent, qu'elle revenait à la maison, elle disait, ah non, c'était trop nul, je suis trop contente de te revoir. Et en fait, elle avait adoré ses vacances avec l'autre parent. Mais elle avait l'impression qu'elle n'avait pas la possibilité de le dire ou qu'elle rendrait triste son parent principal, entre guillemets, en disant ça. Et alors que Mm. maintenant qu'elle est adulte, elle en a reparlé avec son parent qui lui a dit, mais non, mais moi j'aurais été ravie que tu me dises que c'était ça. Mais l'enfant, dans sa tête, se disait, mais je peux pas, je vais la rendre tellement malade si je lui dis ça, ou je vais la rendre malheureuse, ou elle va avoir l'impression que je la trahis. Oui, c'est la culpabilité en fait que porte Ah oui. l'enfant. Mm, C'est ce tout qu'on à appelle le fait. syndrome de loyauté entre les deux parents lorsqu'il y a une Oui. Mhm. dispute. Mm. À mes clientes, souvent, quand il y a un problème où c'est un qui dit oh, non, mais de toute façon, le juge me donnera. Moi, je leur dis toujours quand vous êtes les deux parents qui avez 100% de la connaissance des intérêts de vos enfants. Déjà, quand vous passez avec vos avocats, une partie de la connaissance se perd, donc on n'est plus qu'à 50%. Et quand on arrive au juge, le juge prend une décision qui impactera la vie de tout le monde, avec peut-être même pas 10% des connaissances que vous aviez. Alors, qui c'est qui est le plus à même de prendre les bonnes décisions dans l'intérêt des enfants? C'est ceux qui ont 100%. Il faut faire attention à agir selon ses valeurs personnelles, même dans les moments, et encore plus dans les moments les plus compliqués. Si Mm. votre valeur, c'est pas de taper sur l'autre, allez voir un avocat qui ne tapera pas sur l'autre. Non, c'est des sujets qui sont durs, hein, qui sont des périodes difficiles. Et du coup, tu vois, enfin, moi, jusqu'à il y a peu de temps, je savais pas en fait que la médiation existait vraiment. Je savais pas en quoi ça existe, enfin, en quoi ça consistait. Formidable de pouvoir avoir des gens comme ça où on sait qu'on va pas aller à la confrontation, mais on va plutôt chercher la solution en fait. Donc, je trouve que c'est formidable et encore une fois, c'est ce sur quoi on veut aller en fait dans le magazine. On veut pouvoir informer, sensibiliser, éclairer avant qu'il se passe des choses, inciter les gens à réfléchir, à se poser les bonnes questions, parce que finalement, ça fait partie de la préparation en fait, tout ça. Sauf que quand il y a des sujets difficiles, comme tout ce qu'on a abordé tout à l'heure, ben oui, on préfère ne pas en parler. Sauf que tout va bien se passer jusqu'à un moment donné où ça va être peut-être le point de rupture, de non-retour, et finalement, c'est presque déjà trop tard. Ouais, et il Donc, faut pas avoir peur de la clarté. Je pense qu'il faut vraiment se reconnecter à cette bienveillance et à cet amour qu'il y avait au moins au début. De se connecter à toutes ces choses positives qu'on a en soi et qu'on avait aussi pour l'autre au moment où on a choisi d'en faire son parent ou qu'on a choisi, enfin, son oui, beau-parent ou qu'on a choisi de suivre le bout du monde. Si on ouais, l'a tout fait, à c'est fait. qu'il a plein de côtés positifs qu'on oublie au moment des Mm. conflits, c'est normal, mais qui existent quelque part. Et puis quand on est en conflit, on dit des choses qui nous abîment nous-mêmes aussi. Et en fait, ça, c'est un des points les plus compliqués. C'est que Ouais, l'autre tout nous à fait. renvoie l'image négative qu'on a aussi de nous-mêmes, et ça, c'est très compliqué. Mais Ouais. avec des médiateurs bienveillant, talentueux et Oui, qui c'est sauront vrai. se reconnecter Mais à tu ça, sais, on peut le dépasser. Et on peut se dire, OK, nos chemins nous séparent, mais on ne se sépare pas en étant les pires ennemis, en faisant une guerre ouais, des tout à roses fait. et en s'offrant les possibilités à chacun d'être vraiment heureux et à nos enfants d'être heureux, avec des parents séparés, certes, mais avec des parents séparés heureux. C'est une fonction que tu trouves dans beaucoup de pays. Alors moi, j'ai fait ma formation à la base en Allemagne. En Allemagne, ça existe.
Je sais pas s'il y a ça dans tous les pays, mais Canada, ils sont très moteurs là-dessus. Dans les cultures asiatiques, c'est quasiment obligatoire parce que c'est quasiment infamant de saisir le juge en réalité. Aussi parce qu'il faut avoir cette concorde et cette harmonie familiale. Donc, mais c'est pas forcément le même type de médiation. Et en Afrique aussi, c'est très habituel. Mais en Afrique, c'est fait un peu différemment où ça va plutôt être le vieux sage, un peu patriarche, qui va donner des conseils finalement bienveillants et apaisants à tous. Mais et d'un médiateur à un autre, ça va être différent. Je connais pas trop d'autres médiateurs qui utilisent des cartes comme ça, par exemple. Et question, Alice, par exemple, tu es expatriée en Chine. Toi, tu es médiateur franco-allemande. Est-ce qu'une personne qui est expatriée en Chine peut faire appel à un médiateur qui n'est pas dans son pays? Oui, sans problème. Oui, Le d'accord. médiateur, il n'a pas besoin de connaissances juridiques. Le médiateur, il est là pour aider les parties à se reconnecter justement au côté positif qu'ils ont en eux et se reconnecter à l'intention positive de l'autre pour leur permettre ensuite de trouver ensemble des solutions. Donc le médiateur, strictement médiateur, a absolument besoin d'aucune connaissance. Après, c'est utile pour moi d'avoir des connaissances sur l'interculturel pour pouvoir comprendre aussi des choses différemment. Sur, par exemple, c'est pas un bon père. Ok, mais ça veut dire quoi pour vous être un bon père? Vous avez vécu comment? Qu'est-ce qui correspond? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Le fait d'avoir connaissance de différences culturelles sur la paternité ou la maternité, la parentalité de manière générale, ça va aider peut-être à tomber juste sur certaines hypothèses. Mais comme médiateur, on fera tout au plus des hypothèses. Il faut que les gens confirment si ça leur parle ou si ça leur parle pas. On n'a pas, nous, la connaissance absolue pour eux. Bien sûr, Et là bien où sûr. c'est plus sensible, c'est pour le conseil juridique. Sur comment est-ce que vous pouvez régler votre divorce très concrètement en étant en Chine. Le médiateur ne pourra pas dire est-ce qu'il faut appliquer le droit français ou le droit chinois. Voilà. Après, l'avocat, lui, pourra. Et s'il est formé à la médiation, il pourra utiliser les outils de la médiation pour aider les gens. D'accord, ok. En tout cas, c'est ce que je m'en fais, mais c'est aussi assez atypique et Ouais, ouais. ça choque des médiateurs, ça choque des avocats. La gestion de l'argent, de nos biens, j'ai du mal. C'est mon mari qui s'occupe de tout, tout est en commun, je lui fais confiance. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée? Oui, c'est une mauvaise idée, bien sûr. Vous pouvez lui faire confiance et quand même voir ça ensemble. Il y a cette idée que parler de ça ou demander à parler de ça, c'est de la défiance à l'égard de l'autre. Plutôt une façon de s'investir, en fait. Ouais. Ou de venir avoir un accident de voiture et être tétraplégique, pas juste tétraplégique, mais tétraplégique ou avoir un problème cérébral ou autre et puis pouvoir gérer. Existe-t-il des réseaux ou des organisations qui peuvent offrir un soutien juridique ou des conseils aux expatriés qui sont confrontés justement à ces questions familiales et financières à l'étranger? Sur les réseaux, alors il y en a plein qui existent, mais pour le moment, c'est pas coordonné non plus, si ce n'est que les consulats ont souvent des listes d'avocats francophones dans les différents pays. Et après, il y a plein de réseaux qui existent un peu en parallèle et qui se créent, qui se montent, notamment Expert Expat. Donc, c'est pas du conseil juridique, mais c'est du lien entre les gens et déjà aussi quand même certaines informations qui seront disponibles. Isabelle Tinet a aussi créé quelque chose, mais C'est plus lié aux violences faites aux femmes, en fait. oui, mais du coup, il y a aussi une information. Elle a plusieurs groupes Facebook qui sont dédiés à l'aide et à l'accompagnement aux femmes, que ce soit en expatriation ou au retour en France. Et effectivement, elle a travaillé sur des projets de plateforme pour justement tout type de violence faite aux femmes, que ce soit physique, psychologique ou voilà, de ce type. Et pour le problème de consommation, il y a les centres européens de la consommation ou des consommateurs partout en Europe. Et moi, par exemple, j'ai créé une association qui s'appelle la Maison des Solutions, Haus der Lösungen, pour avoir des professionnels tout domaine confondu, pour ce qui est franco-allemand. Donc, c'est que des gens qui ont la double culture franco-allemande, qui sont foncièrement attachés à l'amitié franco-allemande et à faire en sorte que ça marche, et à aider les gens à créer eux-mêmes leurs solutions. Nous venons de découvrir, suite à des mésaventures d'amis, que nous sommes soumis aux lois de notre pays d'accueil en cas de décès et de gestion de la succession. Y a-t-il un moyen de rester sous le régime français? Oui, alors il y a le règlement européen des successions qui permet de choisir son droit des successions. Alors on ne peut pas choisir, si on a un couple franco-allemand habitant en Allemagne, on ne peut pas choisir le droit français. Il faut qu'il y ait un lien, bien sûr. Mais oui, on peut choisir comme couple français de dire qu'on veut que ce soit le droit français qui s'applique. Si c'est des gens qui sont en dehors de l'Europe aussi? Oui, parce que ça reste applicable, peut-être à vérifier, mais je pense que oui.
Est-ce que la médiation peut aider à résoudre les conflits financiers avec la belle famille aussi? Oui, tous les sujets. On va partir en expatriation. Vous pensez qu'il vaut mieux faire un papier officiel pour organiser nos finances? J'ai démissionné. Est-ce que je peux exiger des indemnités? Alors, démissionner sur les indemnités, là, c'est le droit social, ça n'aura rien à voir avec l'expatriation. Sauf si elle pense au niveau de la prestation compensatoire, si c'est dans les rapports entre les deux époux, si elle lui demandait une sorte d'indemnité à son ex-époux, enfin, s'ils se séparent, pour le fait qu'elle ait démissionné pour lui. Ça, éventuellement, sur la prestation compensatoire, mais ce sera pas exigé, ce sera faire une demande au juge et il en fera ce qu'il voudra. Et il D'accord. fera un package global. Et sur le point avant, formaliser, oui, il vaut mieux formaliser, clairement. Avec un contrat de mariage ou avec un contrat de Pacs ou avec rien qu'un contrat entre les deux, mais pour que les deux aient leur mode d'emploi qui soit clair. Encore une fois, c'est presque plus l'objectif de poser de la conscience et une décision qui aille bien aux deux que d'avoir un instrument juridique. Mais oui, c'est toujours bien de pouvoir acter et de se reporter à ça quand on ne sait plus trop. Nous sommes belges et je veux divorcer, pas d'enfants. Nous sommes actuellement en Tunisie et presque tous nos biens sont ici. Selon quel régime de quel pays se fera le divorce et la répartition de nos biens? Alors ça, vu qu'elle est belge, alors là, on est avec un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Donc, il faut regarder s'il y a une convention bilatérale entre la Belgique et la Tunisie. Alors, moi, la Belgique, je connais pas son droit. Je vais juste montrer rapidement comment on fait. Donc, on va sur ce site internet, il y a aussi des conventions internationales qui lient la France avec les autres États. Donc, je vais regarder Maghreb. Et là, je peux voir tout ce qu'il y a comme convention. En France, il y a une convention bilatérale. Donc, je regarderai ça. Avec la Belgique, je ne sais pas s'il y a une convention bilatérale. Donc là, il faut aller voir un avocat qui s'y connaisse en droit international et puisse voir est-ce qu'il y a une convention bilatérale. Et s'il n'y a pas de convention bilatérale, on peut quand même retourner sur les règles européennes. Si elle a une décision de nouveau en Belgique qui prévoit quelque chose sur le partage des biens, qu'il y a des biens immobiliers, à mon avis, elle risque d'avoir du mal à les appliquer si le mari n'est pas d'accord et que le juge n'est pas d'accord. Donc, c'est aussi rechercher un accord pour que derrière, on ne soit pas juste content d'avoir une belle décision, mais qu'on puisse en faire quelque chose en pratique et qu'on ait sur son compte bancaire les sous ou le papier qui disent qu'on est réellement propriétaire. Donc, il ne faut pas tout voir en tout juridique. Hein. Vraiment, la décision du juge, c'est pas la fin de l'histoire. Il veut divorcer, je ne suis pas d'accord, je ne travaille plus depuis longtemps. Que puis-je faire? Après, les divorces, alors, c'est voir dans quel pays c'est. En France, on peut divorcer même sans l'accord de l'ex. Pour le cas d'altération définitive du lien conjugal si on est séparé depuis plus d'1 an ou pour faute. Après ça, c'est les raisons du divorce, ça fait pas les effets. Oui. Et pour les effets, pour être sûr d'avoir quelque chose qui nous convienne, il vaut mieux aller voir de nouveau un médiateur familial, mais aussi avec un avocat qui nous informera en droit. Donc ça peut être un avocat qui est médiateur et qui saura nous aider à se mettre d'accord, mais il faut faire les deux. Et le problème, c'est qu'elle a pas divorcé, elle a pas travaillé depuis longtemps. Je sais pas si elle a des ressources. Donc c'est comment on a accès à ça de nouveau. Il y a des listes sur les consulats, mais ouais. D'où l'intérêt de parler quand les choses vont bien pour avoir de l'argent de côté et qu'on soit pas complètement dépendant financièrement. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir finalement pensé son avenir avant. Je m'explique, par exemple, d'avoir, je sais pas, peut-être eu la chance de pouvoir acheter un bien immobilier avant et qui puisse être mis en location une fois qu'on part. Enfin, tu vois, ce genre de choses, ou d'avoir, je sais pas moi, placé un peu d'argent de façon générale pour que quand tu partes en fait en expatriation, si tu peux pas travailler, Ouais. que cet argent-là travaille pour toi. Mais Ouais. ça, tu peux pas forcément le prévoir avant. Non, mais c'est vrai que dans certains cas, il y a des familles qui ont la possibilité de le prévoir et qui ne le font pas. Le fait d'avoir des revenus fonciers, donc des revenus locatifs d'un bien immobilier français, c'est bien parce que on a aussi quelque chose dans la monnaie européenne par rapport à une expatriation dans des pays où les montants seraient très inférieurs. Ou même si on avait 1/5 d'un revenu en je ne sais pas quelle monnaie, ça vaudrait pas forcément grand-chose plus tard en cas de retour ou autre. Donc avoir un bien immobilier dans le pays d'origine qui produit des revenus Oui. du pays et de la monnaie d'origine, c'est quand même une vraie Ouais. sécurisation. Mais encore une fois, c'est échanger sur ces plans et comment on s'imagine les choses. Merci à Alice Canet et à tous pour vos questions. À bientôt pour un prochain tips et astuces d'experts.